expliqué que la collaboration était connotée à droite, etc. Et que la résistance, est sous-entendu que la résistance ne l'était pas. Bon, tu l'as un peu corrigé par toi-même en parlant justement des socialistes et en gros, ceux qui ont été élus en 1936 au moment du Front populaire, qui ont voté les pleins pouvoirs. Bon, tu l'as un peu dit, mais c'est juste de rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas, que la collaboration a été une coalition de forces extrêmement diverses, où les communistes, jusqu'au moment du pacte germano-soviétique, y ont même passivement participé, et toutes les forces, et attention, il y a évidemment une résistance de droite très importante dont De Gaulle est le représentant, et qui a existé. Donc c'était juste de préciser ce truc-là, mais que tu as un peu corrigé. Le deuxième point, c'était oui, sur le christianisme et les traditions que tu mets comme une sorte de pilier de la construction européenne. Il est vrai qu'au départ, les démocrates chrétiens font l'erreur politique majeure de leur point de vue de croire que la construction européenne pourra justement défendre des valeurs chrétiennes. Mais le résultat est exactement l'inverse, c'est que l'Union européenne d'aujourd'hui est un projet, d'une part, qui a refusé toute référence au christianisme, sous l'influence entre autres d'ailleurs de Chirac, et qui est à l'avant-poste de la déconstruction de toutes les valeurs traditionnelles chrétiennes. Tout ce qui est lobby LGBT et toutes les questions de gender, etc., a trouvé à Bruxelles une caisse de résonance extrêmement puissante. Donc, c'est vrai qu'historiquement, des démocrates chrétiens ont cru dans ce projet, mais c'est une véritable erreur d'analyse parce que l'Europe d'aujourd'hui n'a strictement plus rien de chrétien. Et dans l'ensemble des lobbies, des forces et des principes qui gouvernent les institutions européennes, on voit mal quel est le rapport avec l'Évangile et ce que le Christ a pu dire. Et troisième élément, puisque je ne vais pas tout dire, sur Tsipras, l'erreur, tu disais, Tsipras a abdiqué, etc. Mais en fait, Tsipras, dès le départ, son combat a été voué à l'échec, parce qu'il n'a jamais posé le bon diagnostic. Jamais. Donc, c'est même pas qu'il a abdiqué, c'est que dès le départ, Tsipras, c'était une escroquerie électorale où il n'a pas dit clairement la vérité aux Grecs, c'est de dire aux Grecs, soit on reprend une monnaie nationale et l'ensemble de nos souverainetés, soit on reste dans l'euro-austérité. Donc il était dans cet entre-deux et tous les observateurs le savaient. Donc le problème de la Grèce étant qu'aujourd'hui, aucun parti politique structuré et crédible ne porte d'alternative souverainiste chez eux. C'est ça le drame de la Grèce. Ce n'est pas un problème économique, c'est un problème politique. Et Tsipras, justement, a capitalisé le mécontentement pour le stériliser. Et la question, d'ailleurs, qui a été posée au référendum était la mauvaise question. C'est pas voulez-vous du plan d'austérité. C'était pas ça la question qu'il fallait poser, c'est voulez-vous rester dans l'euro et dans l'Union européenne. Parce que si vous voulez rester, il faut accepter l'austérité qui va avec. Voilà. Donc sur la collaboration, sur le fait que l'Europe, les institutions européennes n'ont aujourd'hui plus rien à voir avec la tradition et avec les valeurs chrétiennes, voilà, et sur l'escroquerie de Tsipras. Voilà, c'était juste des petites nuances sur lesquelles je te connais, je pense que tu seras globalement d'accord et que je voulais préciser. Jacques. Ah d'accord, donc oui, mais je suis globalement d'accord. Bon, il y aurait après des nuances, mais bon, on n'a pas le temps. Juste un mot sur Tsipras. En effet, là, je partage à 100% ce que tu dis. Nous-mêmes, dès le départ, on a choqué beaucoup de monde. Dès l'élection de Syriza, parce que nous avons dit tout de suite, on a étudié le programme de Syriza, on a des partis frères, si je puis dire, en Grèce, avec lesquels on est en contact, qui nous ont aidés à décrypter tout cela. Et tout de suite, on a dit, ça ne marchera pas. Parce que le programme de Thessalonique, c'est le nom du programme de Syriza, pour les élections législatives de janvier 2015, qui ont vu la victoire de Tsipras, ne comportait pas les éléments permettant de résoudre le problème. Donc tout ça ne nous a pas surpris. C'était écrit. Les choses allaient arriver, elles sont arrivées. Et Tsipras aurait pu saisir la balle au bond quand Schäuble, le ministre allemand des Finances, a expliqué qu'il pouvait sortir de l'euro. Mais peut-être que vous avez suivi ça dans la presse,
deux banquiers centraux et des Allemands ont expliqué qu'ils ont intoxiqué le gouvernement grec, qui était quand même assez naïf, assez peu compétent sur ces questions-là. Ils les ont intoxiqués en leur faisant croire qu'on allait les pousser hors de l'euro pour que le gouvernement grec fasse de la surenchère dans sa volonté de rester dans l'euro. Et en effet, Tsipras n'a pas cessé de dire on veut rester dans l'euro, etc. Quelqu'un comme Varoufakis, pareil. En réalité, c'était une opération montée. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, en reprenant le mot de Tsipras, Tsipras, il a dit, après la fameuse nuit à Bruxelles, où il a craqué, qu'il explique, j'avais le couteau dans le dos et le revolver sur la tempe. Mais c'est pour ça que j'ai dit c'était un pistolet à eau. Parce que c'était une mystification dans laquelle il est tombé. Mais il aurait pu la retourner simplement. Quand Schäuble dit on peut négocier la sortie de l'euro, il fallait qu'il dise oui. Voilà, il avait une possibilité de s'en sortir de façon élégante. Merci. Bonsoir. Pardon, excusez-moi, moi je suis un petit peu malade. Merci pour votre intervention. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Seulement, j'aimerais émettre 3 critiques. La première, elle est d'ordre historique, la deuxième, elle est d'ordre monétaire, et la troisième, elle est d'ordre juridique. En ce qui concerne la critique historique, c'est que Victor Hugo disait déjà au XIXe siècle il faut faire les États-Unis d'Europe pour rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. C'est-à-dire que finalement, cette idée de construction européenne est une vieille lune qui a plus de 150 ans et qui s'inscrivait parfaitement dans l'homme de Victor Hugo. On était en plein boom, je dirais, des théories racistes qui considéraient que la civilisation blanche chrétienne était supérieure et qu'elle devait rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Je vais un petit peu plus loin, je vais sans doute prendre des raccourcis pour ne pas prendre trop de temps de parole. Dès les années 20 déjà, les grands cartels industriels, Annie Lacroix l'explique très bien justement dans ce qu'elle appelle la concentration des capitaux, provoquent toujours au final la guerre, parce que finalement c'est ce qu'il y a de plus juteux, n'est-ce pas? Rien ne vaut une bonne guerre, ça fait marcher le commerce. Donc des entreprises, des conglomérats comme IG Farben, BASF, Bayer, etc., qui d'ailleurs peut-être on peut voir aussi également des accointances avec des gros capitaux comme Ford, qui est un antisémite notoire, qui a financé Hitler, mais il y a aussi également Hugo Boss, IBM, etc. Donc là où je veux en venir, pour rentrer cette fois plus concrètement sur ma critique historique, c'est que le premier à avoir théorisé vraiment ces systèmes de commission européenne tels que l'on a aujourd'hui, c'est un certain Walter Hallstein, qui est un juriste allemand et qui, je pense, avait ses petits papiers avec le parti nazi, puisqu'en 1936, il était doyen de l'université de Rostock. Et c'est lui qui a eu la commande d'Adolf Hitler, suite à sa rencontre avec Mussolini, de créer les plans de Das Neue Europa, en allemand dans le texte. Et qui, du coup, avait déjà préparé les systèmes, justement, de commission européenne, parfaitement antidémocratiques, etc. Seulement, ce monsieur s'est fait arrêter à Cherbourg en 1944, en officier de la Wehrmacht. Il a passé 7 ans aux États-Unis. Et ensuite, il est revenu, donc 7 ans plus tard, dans le gouvernement de Konrad Adenauer en tant que ministre des Affaires étrangères. Et c'est lui d'ailleurs qui co-signera le traité de Rome en 1957, qui instaurera la CEE. CEE qui s'est transformée en Union européenne et que l'on critique tous ici aujourd'hui, enfin, je suppose. Et donc ça, c'est le premier point au niveau historique. C'est que les Américains qui avaient leur ambassade à Vichy jusqu'en 1942, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, je ne sais plus quel président disait plutôt Hitler que le Front populaire. Mais justement, oui, ils ont finalement, je dirais, pour aller plus vite, recyclé une idée nazie. D'ailleurs, il y a même des vidéos disponibles sur Dailymotion, pas besoin d'aller très loin, sur la France européenne en pleine occupation en 1941 avec des expositions, etc. Et donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler plus sur l'aspect historique. En ce qui concerne l'aspect monétaire maintenant de l'euro, oui, effectivement, l'euro étouffe les économies, parce qu'évidemment, nous avons des économies différentes. Mais là, l'erreur, je dirais, est de considérer l'euro comme une monnaie unique. C'est une monnaie commune, et pour la simple et bonne raison que les pays membres de l'euro ont gardé leur banque centrale. Et c'est bien ça le drame, je dirais. Enfin, s'il peut y avoir un drame dans le drame. Et le fait d'avoir gardé les banques centrales, et comme vous l'avez souligné, le fait qu'il y ait liberté de circulation de capitaux, c'est le système Target 2, c'est un acronyme, qui permet ce système d'échange. Et donc fait gonfler les balances des paiements, et on pourrait comparer ça finalement l'Euroland, comme le disent certains économistes, à un corps humain qui aurait un problème de circulation du sang. L'Allemagne serait
gonflée, gorgée de sang, parce qu'elle a voilà, justement une balance des commerces énorme, alors que la Grèce, l'Espagne, le Portugal seraient des membres gelés à cause d'un manque justement de liquidités. Et à propos des liquidités, justement, grâce à ce système Target 2, qui est disponible sur Wikipédia, mais en anglais c'est peut-être mieux, c'est plus détaillé, tout comme Walter Einstein d'ailleurs, ce système d'échange fait justement qu'il y a un problème de circulation, et que dans ce cas-là, forcément, l'euro ne peut que nous conduire à la catastrophe. C'est-à-dire, on l'a remarqué, dans le système d'échange, lorsque la BCE injecte des liquidités en Grèce, en 48 heures, tous les gros investisseurs, hop, ça repart en Allemagne. Parce que les gros investisseurs anticipent l'explosion de l'euro, qui arrivera tôt ou tard. Et donc, du coup, s'il y a un risque de change, vous l'avez évoqué, mais peut-être pas la façon dont je l'entends, c'est que le risque de change existe lorsque l'on spécule sur une éventuelle explosion de l'euro. Le fait que vos euros se transforment en drachmes et que les euros se transforment en marques, et bien du coup vous n'obtenez pas le même résultat. C'est la raison pour laquelle lorsque vous avez 1000 euros sur votre compte en France, vous avez 1000 euros de créance sur la Banque de France, vous avez 1000 euros en Allemagne, vous avez 1000 euros de créance sur la Bundesbank, et j'en viens maintenant du coup à la critique fondamentale de la BCE, je finirai sur ma critique juridique, c'est que la BCE, lorsqu'elle émet les euros, en fait l'euro est une monnaie commune, je vais être extrêmement précis, l'euro est une monnaie plurinationale à parité 1 pour 1. C'est-à-dire que la France émet une monnaie qui s'appelle l'euro, l'Allemagne émet une monnaie qui s'appelle l'euro, et on a décidé depuis 1999 que tout ça, ça valait la même chose. Et c'est bien ça le drame, c'est que, et l'illusion, puisque vous avez évoqué plusieurs fois les illusions, lorsque l'on se balade en Italie, en Espagne, au Portugal, etc., et qu'on échange, ben effectivement, on a l'impression que c'est la même monnaie, mais pas du tout, parce que le système des créances fait que ça bouscule complètement les économies de tous les pays membres. Et enfin, je finis avec ma critique juridique. L'article 50 permet de sortir de l'Union européenne, ce que vous l'évoquez comme un peu une tarte à la crème. Mais en fait, moi qui tiens à ce que un pays, et en l'occurrence le mien, respecte le droit, parce que si l'on ne respecte pas le droit, c'est la loi du plus fort qui existe, et c'est exactement ce que font les Américains d'ailleurs. Ce sont les plus forts, donc ce sont eux qui se font fi du droit, en l'occurrence le droit international. On avait évoqué vite fait la Syrie, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Et donc, je considère qu'effectivement l'article 50 peut me permettre de sortir. D'ailleurs, ce sont les Britanniques qui l'ont exigé, comme l'exige l'ONU justement dans tous les traités internationaux. C'est qu'il y ait une clause de sortie. Il y en avait même une, il me semble, pour la constitution de Khrouchtchev qui a permis justement la dislocation de l'URSS. Donc, et au final, effectivement, ces 2 ans de négociation, au bout des 2 ans, eh bien on sort. Quoi qu'il arrive, c'est une décision souveraine. Parce que si la Commission européenne, et c'est vrai, ne respecte pas quand ça chauffe ses propres règles, on l'a vu avec la maîtrise à Chypre, la crise chypriote, la crise en Grèce sur le contrôle des mouvements de capitaux momentanés. Mais lorsque l'on s'attaque à une décision souveraine, c'est bien ça que précise l'article 50 du traité sur l'UE, justement, là, dans ce cas-là, on arrive à un autre genre de différent au niveau international. Et d'ailleurs, pour finir sur ma critique, du coup, le dernier qui a désobéi aux traités internationaux, c'était justement Adolf Hitler, qui a décidé de désobéir au traité de Versailles. Et je ne vois pas faire de rapprochement avec Hitler, bien entendu, mais généralement, les personnes qui préconisent la désobéissance à des traités, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont, au final, obéir ou désobéir lorsque ça les chante. Voilà. Bon, alors, sur l'aspect historique, moi, je diverge un petit peu avec vous, parce que moi je pense plutôt que les premiers qui ont introduit dans le débat la question de la mise en place d'une forme organisée à l'échelle de l'Union européenne, ce sont les Américains. Walter Lippmann, avant-guerre, qui va contribuer à créer la Société du Mont Pèlerin après la guerre, et Friedrich von Hayek. Et Friedrich von Hayek, par exemple, dès 1936, explique, alors Friedrich von Hayek, c'est le pape du néolibéralisme, il explique très bien, dans différents textes, comment il voit la construction européenne et comment la structure devant être mise au sommet doit liquider les souverainetés des nations. Voilà, il explique très bien, et j'ai pas les citations avec moi là, mais c'est vraiment
à ma connaissance, les premiers textes, hein, qui viennent, semble-t-il, avant cet allemand. Bon, peu importe. Ensuite, sur la question monnaie, la véritable nature de l'euro, bon, il faudrait peut-être poursuivre la discussion, parce que là, à partir de ce que je vous avais dit, je ne vois pas vraiment sur quoi ça débouche. Moi, je m'en fiche qu'on appelle ça une monnaie plurinationale, ceci, cela. Bon, d'accord, il faut voir les conséquences. Il faut voir les conséquences et il faut voir en quoi ça pose un problème pour s'en débarrasser. Je n'ai pas vu. Pour moi, c'est hop, coup de balai, pareil, que ce soit plurinational, ceci, cela, coup de balai, le même coup de balai. Alors, sur le plan juridique, là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que vous avez une profonde illusion sur ce qu'est le droit international. Le droit international, c'est une fiction. C'est une fiction. Je vous invite à lire des ouvrages comme ceux de Robert Charvin, par exemple, qui est doyen de la fac de droit à Nice, qui publie des articles et des petits bouquins très intéressants qui expliquent tout ça. Ou Roland Weil, par exemple. Que disent-ils? Ils disent, en fait, le droit international est une fiction dans le sens où, depuis un certain temps, les dirigeants américains ont vidé ce qui représentait, disons, des normes internationales. Elles ont été vidées par les Américains, notamment à l'ONU. L'ONU, qui est le lieu d'où doivent provenir les normes internationales, a été profondément transformée sous l'effet des dirigeants américains, en donnant au Conseil de sécurité un rôle beaucoup trop important par rapport à l'Assemblée générale. Et en fait, quand on regarde par exemple la question palestinienne, les résolutions votées concernant Israël, quand on regarde toute une série de dossiers, des nouveaux concepts juridiques totalement fabriqués, l'ingérence humanitaire, tout ça, c'est un méli-mélo qui vise à permettre aux États-Unis de faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas s'appuyer sur le droit international comme ça, c'est une fiction. Et en effet, le droit, ce qui est appelé le droit international aujourd'hui, n'a plus d'existence réelle. C'est une réalité. Regardez ce qui se passe en Syrie. Les Français, les Américains, les Alliés interviennent militairement en Syrie sans l'autorisation, quoi qu'on pense de Bachar, mais sans l'autorisation du pouvoir souverain quand même, c'est quand même le pouvoir souverain, et sans mandat de l'ONU. Alors, je veux dire, il ne faut quand même pas tendre la joue deux fois. Le droit international, vous l'avez dit, c'est le droit du plus fort, ouais. Non, vous avez regretté que ce soit le droit du plus fort. C'est la loi du plus fort. Oui, eh ben, moi je dis oui, c'est la loi du plus fort. Oui, la réalité est celle-là. Il ne faut entretenir aucune illusion. Il faut s'appuyer, s'accrocher sur tous les éléments utiles concernant les normes internationales, mais sans illusion. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les Américains qui font ce qu'ils veulent. Et que si d'autres pays ne considèrent qu'il n'y a rien à faire, eh bien là, en effet, on laisse la voie ouverte aux Américains. Alors, vous avez en effet évoqué la Convention de Vienne de 1969, qui est le traité des traités. Vous l'avez évoqué. Ben, là, il y a un élément de droit international, entre guillemets, c'est ce document. Et ce document, en effet, a prévu ce qui est appelé le droit de retrait. Tout pays signataire d'un traité international peut se retirer du traité. Et moi, quand je dis que on passe aux oubliettes l'article 50 parce que c'est vraiment une énorme manipulation, il ne faut pas en tenir compte, il faut invoquer quelque chose de beaucoup plus sérieux,
qui est le droit de retrait de la Convention de Vienne de 1969, qui dit que tout État, donc, considérant qu'il y a des éléments nouveaux, peut se retirer d'un traité. C'est du droit international. Comment ? C'est du droit international. Oui, c'est du droit international, tout à fait. Sauf que la différence entre les deux, c'est que d'un côté, il suffit de dire ça, Convention de Vienne, droit de retrait, terminé. Et d'un autre côté, c'est mettre le doigt dans le système dont on veut sortir. C'est ça le paradoxe. Parce que si on veut sortir du système de l'Union européenne, il ne faut pas rentrer dans le mécanisme prévu par l'article 50. Il faut ne pas en tenir compte. C'est parfaitement contradictoire. Surtout que ça va durer 2 ans. Non, on n'a pas 2 ans à perdre avec ça. Il faut rompre le plus vite possible et ne pas se laisser entraîner dans des débats juridiques auxquels les gens ne vont plus rien comprendre très vite. Hein, ce sont des spécialistes pour ça. Si vous, je termine là-dessus un parallèle avec le New Deal de Roosevelt. On a parlé de la crise de 29 tout à l'heure. Roosevelt est élu en 1933 président des États-Unis sur la base du programme du New Deal. Et il met en place le New Deal et une guérilla constitutionnelle va se développer parce que la Cour suprême va remettre en cause un certain nombre de lois que Roosevelt veut faire voter par le Congrès. Et Roosevelt, à tort, il met le doigt là-dedans. Et il est perdu. Il se fait entraîner dans un débat juridique et constitutionnel auquel les gens ne comprennent rien. Il perd le fil qui est de résoudre les problèmes des gens. Le chômage, la précarité, les services publics, la sécurité sociale. C'est ça dont il faut s'occuper. Si on met le doigt dans un truc, une machine à gaz comme ça, une usine à gaz comme ça, on est perdu. Donc, abandon de cette illusion. Bonsoir, j'aimerais savoir pour vous, parce que là vous nous avez expliqué pourquoi l'Union européenne était populiste, tout ça. Vous nous avez dit ce qu'il faudra faire quand on aura un gouvernement et un État qui sera capable de sortir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on fait pour avoir un État qui soit capable de sortir de l'Union européenne. Quelle est l'étape intermédiaire et pourtant cruciale de la prise du pouvoir politique à l'échelle de l'État? C'est un peu compliqué. Moi, je n'ai pas de réponse très précise à vous faire, parce que c'est précisément l'étape, je pense, dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire d'abord comment on crée la dynamique populaire pour provoquer une sortie de l'euro par les luttes sociales, par la mobilisation sociale, qui passe par des moments électoraux. Mais je pense qu'on est au-delà des élections dans notre pays. On ne peut pas se limiter aux élections. Il faut ajouter la dimension de la mobilisation. Pourquoi ? Parce que les obstacles sont tels qu'on ne peut pas avoir l'illusion de les surmonter ni par le droit, ni par l'État, tel qu'il est conçu aujourd'hui, et qu'il faut que la population s'empare de tout cela. Alors, reprenons peut-être sur la question de l'État. L'État doit jouer un rôle crucial pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'est tout à fait clair, après les quelques propositions que j'ai faites. Et je n'ai pas tout exposé, mais on voit bien que pour la nationalisation du système bancaire et financier, pour la reprise en main de la Banque centrale, pour les mesures protectionnistes, pour le contrôle des capitaux, le contrôle des champs, c'est l'État qui fait ça. Mais l'État a été envahi
par une 5e colonne néolibérale. Le ministère des Finances, la direction du Trésor, l'inspection des finances, tout ça, ce sont des clones interchangeables qui ont la même vision idéologique de l'économie, de la société, de ce qui est bon pour la France, ce qui n'est pas bon, etc. Autrement dit, on ne peut rien faire avec eux, au contraire, on doit lutter contre eux. Et dans le processus de sortie de l'euro, enfin, le processus de libération nationale, en fait, le problème que nous avons, je pense, c'est de créer un front de libération nationale. Et d'ailleurs, avec des partis frères, en Espagne, en Grèce, à Chypre, etc., on est en train on prépare quelque chose comme ça. Un front de libération nationale. Et dans cette lutte de libération nationale, il y a la reprise en main de l'État par le peuple. Alors, bon, on a des exemples. L'exemple de la libération, moi je trouve ça un bon exemple. L'exemple de la libération, comment ça se passe? Il y a les groupes de résistants qui sont dans les départements et ils mettent en place des comités départementaux de la résistance. Et quand il y a le débarquement américain, ça libère les maquis et les maquis prennent les préfectures, ils prennent les mairies, ils reprennent en main les administrations, c'est-à-dire ce sont les militants, les maquisards, qui s'instaurent, qui prennent les rênes de l'appareil d'État. Ils virent les préfets, mise en place d'une justice il y a eu des excès, je ne dis pas le contraire, mais bon, on remet en place l'État avec de nouvelles personnes. C'est pareil. Les fonctionnaires de Vichy, aujourd'hui, sont remplacés par les hauts fonctionnaires de la 5e colonne néolibérale. Les préfets, beaucoup de préfets, le Trésor, enfin, il faut les éliminer politiquement, bien sûr, et les renvoyer à d'autres activités. Donc, comment faire? Par la mobilisation populaire, c'est-à-dire par la reprise en main physique des préfectures, des ministères, de la presse. De la presse. Les maquisards à Paris occupent les journaux, les imprimeries. Et ils font redémarrer le système en virant physiquement les équipes, les anciennes équipes. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas s'embarrasser. On ne va pas s'appuyer sur l'article 22 bis, machin truc. Non, 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 non. C'est fini tout ça. Non, non. On passe à l'action. Et je pense qu'il y a une articulation à trouver entre les moments électoraux et les moments de mobilisation sociale pouvant aller à des actes de réquisition des biens publics, des entreprises privées. Oui, 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 oui. Et là, c'est un autre droit. On sort du droit. Tout à fait. C'est un nouveau droit, c'est l'expression du rapport de force. Parce qu'en face de nous, nous avons une force qui exerce sa contrainte sur nous. Il faut donc lui opposer une autre force, plus puissante. Donc, oui, là, le Front populaire, pour reprendre cet exemple, le Front populaire, c'est d'abord une élection, et ensuite l'occupation des usines. Voilà. Et ouais, voilà, ça c'est bien, c'est une bonne articulation. Oui. Lors de la libération, donc en 1944, le Conseil national de la résistance avait une particularité tout à fait remarquable, c'est qu'il rassemblait l'ensemble, sans exception, l'ensemble des groupes de résistants, de l'extrême gauche communiste à l'extrême droite monarchiste. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes très, très, très loin d'une pareille unité. J'ajoute aussi qu'à l'époque, la plupart des partis politiques, puisque presque tous étaient représentés dans le CNR,
et la plupart des syndicats, etc., sans compter de nombreuses associations de résistance, tout le monde était d'accord pour le même but, c'est-à-dire chasser l'occupant et chasser ses complices. Aujourd'hui, quelles sont les forces en France qui sont volontaires pour sortir la France de l'Union européenne et de la zone euro? Il n'y a qu'un tout petit nombre de groupuscules qui sont d'accord pour cet objectif. Je les énumère. Il y a le MPEP, devenu le PEP. Il y a le pôle pour la Renaissance communiste en France. Il y a l'UPR. Et il y a éventuellement le Parti ouvrier internationaliste. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne vois pas d'autre force politique en France qui se prononce pour une sortie unilatérale de ce que nous savons. Alors, nous sommes donc très loin de l'unité nécessaire pour que ces forces, même si elles étaient unies pour aller ensemble aux élections, puissent gagner les élections. Et en plus, circonstance aggravante, c'est que ces quelques groupuscules, non seulement ne se préparent pas du tout à agir ensemble, mais elles se bouffent le nez entre elles. Bon. Donc, nous sommes très loin de la situation de 43-44. Alors, en 2012, en novembre 2012, j'ai participé à l'université d'automne de ce qui à l'époque était le MPEP. Bon. Et le dernier jour de l'université d'été, de cette université d'automne, il y a eu un grand meeting organisé donc par le MPEP, avec à la tribune toutes les forces que je viens d'énumérer. Bon. Le thème c'était est-ce qu'il est souhaitable, est-ce qu'il est nécessaire de créer un nouveau CNR? Et tout ce qui était à la tribune, donc, depuis Georges Gastaud pour le PRCF, jusqu'à François Asselineau pour l'UPR, en passant par vous-même, bon, vous avez tous répondu oui, c'est possible, c'est souhaitable, il faut le faire. Et ce soir-là, nous nous sommes tous quittés avec l'idée que le nouveau CNR, c'était pour demain. J'avoue que j'ai partagé l'illusion. Il m'a bien fallu ensuite passer à la désillusion. Voilà. J'ai écrit notamment ce que j'appelle les 4 mousquetaires que je viens d'énumérer, et notamment donc à vous-même. Donc je leur ai écrit pour savoir quelques mois après où en étaient les négociations. J'ai eu aucune réponse. De personne. Pas plus de François Asselineau que de vous-même. Bon. Que de Georges Gastaud, que de tous ces autres. Bien. Aucune réponse. Et donc on a compris que le nouveau CNR, ce n'est pas pour demain, et que par conséquent, comme toujours, les égos et le nombrilisme de chacune de ces forces passaient avant la nécessité de l'union. Alors, par quel miracle est-ce que le CNR, lui, a réussi à rassembler toutes les forces? Je crois qu'il y a une réponse à ça. C'est que sous la double dictature de Pétain et de Hitler, il n'y avait aucune élection en vue. Et donc les partis politiques étaient privés de leur jeu habituel, aller aux électeurs et se bouffer les uns les autres, être concurrents les uns par rapport aux autres pour se prendre des électeurs les uns aux autres. Parce qu'une élection, ça ne rassemble pas les partis, ça les divise. C'est une compétition, c'est pas une union. Bon. Et tant qu'on envisagera la libération de la France par le biais des élections, et j'ai peur que ce soit votre perspective, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Je répète qu'une élection, ça divise, ça n'unit pas. Donc, la grande différence entre aujourd'hui et 43-44, c'est que, faute d'élection en vue, le CNR était condamné à être seulement un mouvement d'action et pas un cartel électoral. Il agissait au quotidien pour chasser les Allemands et chasser les traîtres. Aujourd'hui, il faudrait effectivement que tous ceux qui souhaitent, comme vous, j'ai aucun doute sur votre sincérité, ou comme l'UPR qui est représenté ici, il faudrait que tous ceux qui veulent effectivement sortir une sortie unilatérale de l'Union européenne et de la zone euro agissent au quotidien, sans penser à des élections. Exactement comme l'a fait le CNR historique. Malheureusement, je vois bien que la perspective électorale bouche tout, et tant qu'on lancera la cuisine électorale, on n'arrivera pas à faire l'union. Oui, je comprends tout à fait votre point de vue, le constat désabusé que vous faites. Mais la différence entre la période du CNR et la période d'aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une certaine illusion démocratique par les élections et que un certain nombre de forces politiques, à juste titre d'ailleurs en même temps, considèrent que le processus de changement
passe prioritairement par les élections. Hélas. Oui et non. Oui et non. Parce que les élections sont... Excusez-moi, mais si les élections étaient moyen de changer la société, il y a longtemps qu'on les aurait supprimées. Oui. Je pense qu'un certain nombre d'élections en France aujourd'hui conservent une capacité de subversion. Lesquelles? Petite subversion dans les communes, mais les communes vont disparaître, comme les départements, précisément parce qu'il y a à cette échelle une activité, une solidarité, un dévouement, une démocratie de base qui n'est pas conforme à la société de marché que veulent mettre en place les élites. Donc ça va disparaître. Mais ça reste une élection intéressante, l'échelle communale. Je dirais un petit peu la même chose, mais à un moindre degré pour les élections départementales. Mais là aussi, le département va disparaître. C'est prévu déjà, hein, par la loi NOTRe et les différentes lois euro-territoriales. Ensuite, les élections régionales, c'est une mascarade. C'est pire qu'une mascarade, d'ailleurs, parce que l'échelon régional est précisément l'échelon qui sert à remplacer l'État. La politique de dilution des souverainetés nationales est organisée à l'échelle de l'Union européenne pour remplacer les États par un émiettement régional, en développant le régionalisme. On le voit avec la charte régionale. Heureusement, le Sénat de droite, très bien, bravo la droite, vote contre la charte des langues régionales, charte européenne des langues régionales et minoritaires, qui était l'introduction du communautarisme dans la Constitution. Et qu'est-ce que le régionalisme? Le régionalisme est à la région ce que le nationalisme est à la nation. C'est une forme de racisme. Oui, c'est une forme de racisme. Et donc... C'est le racisme? Oui, c'est une forme de racisme, la prétention qu'on est supérieur aux autres, le nationalisme, oui. Comme le régionalisme, ou alors qu'on est tellement différent que l'on doit obtenir des droits particuliers. Ben non, la République, elle est une et indivisible. L'égalité doit être assurée à tous. Il ne peut pas y avoir de droits particuliers pour des communautés particulières. Ça, c'est pas les principes républicains. Alors, donc, la différence, c'est qu'il y a donc les élections régionales. Normalement, il ne faudrait pas se présenter aux élections régionales. Normalement. Nous, il ne faudrait pas se présenter aux élections régionales parce qu'on entre dans le système. Il faudrait faire la grève du vote. D'ailleurs, nous, on appelle à la grève du vote. On appelle à voter carton rouge pour les régionales. Mettre un carton rouge, parce que le système vise à construire, à déconstruire l'État, l'unité de la République, affaiblir la souveraineté et mettre en place des petits marquis à la tête de super-régions, de métropoles qui auront tous les pouvoirs, et y compris le pouvoir, une partie du pouvoir réglementaire de l'État. Bon, donc normalement, il ne faudrait pas participer aux élections régionales. Il ne faut surtout pas participer aux élections européennes. Alors ça c'est parfaitement contradictoire de vouloir sortir d'un côté de l'Union européenne et d'un autre côté de vouloir y rentrer. Parce que ce Parlement est un Parlement fantoche. C'est une illusion de Parlement. Heureusement d'ailleurs, ce Parlement européen. Donc c'est pas par ça qu'on va gagner. L'élection présidentielle, aujourd'hui, elle est faite maintenant de plus en plus pour organiser le tripartisme. Voilà, on est entré dans un nouveau régime politique qui est celui du tripartisme. Le PS, les Républicains, avec leurs satellites respectifs, les satellites du PS, les Verts, le PRG, et pour
les Républicains, l'UDI, et puis quelques petits groupes comme ça. Et puis le Front National. Et en fait, le jeu, c'est quoi le jeu? Tout le monde s'arrache Marine Le Pen. Ils veulent tous avoir Marine Le Pen en face d'eux au deuxième tour. Les socialistes espèrent que Marine Le Pen va gagner les élections dans le Pas-de-Calais. Et peut-être sa nièce en PACA. Ils font tout pour cela. Ils n'arrêtent pas d'alimenter le courant pour favoriser cette situation. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que l'électorat de gauche s'abstient depuis des années. L'électorat de gauche proteste contre la politique menée par les socialistes et par le Front de gauche, qui est un satellite du Parti socialiste. Et donc, le problème majeur de la gauche, c'est l'abstention. Mais s'il n'y a pas de revirement de la politique économique et sociale du gouvernement, l'électorat de gauche, il va continuer à s'abstenir. Et il n'y aura pas de revirement politique, économique, social de Hollande. Il n'y en aura pas, il continue. Donc l'électorat, il va continuer à s'abstenir. C'est pas prouvé. Hein, comment? Pas prouvé, ce que vous dites. Ah si, c'est prouvé. Si, c'est prouvé. Aux dernières élections, si il y a eu 100% de vote, les résultats auraient été les mêmes. J'avais posé une question. Ouais. Et donc, la situation fait que l'électorat va continuer à s'abstenir parce que la politique ne va pas changer. Et le seul élément pour mobiliser l'électorat de gauche, pour les socialistes, c'est de leur faire très peur avec le Front National. De leur faire très très peur. Mais ça marche de moins en moins. Le système du Front républicain du deuxième tour a volé en éclats. C'est-à-dire, tout le monde se rassemble pour faire, on vote à gauche, à droite, etc., pour empêcher le candidat du FN au deuxième tour. Tout ça, ça ne marche plus. Il ne reste plus qu'un truc, faire très peur à l'électorat. Et lui faire très peur, il faut qu'il y ait l'élection, là, au régional. En plus, les régionales, c'est une petite élection, ça ne mange pas de pain, et ça va permettre au Parti socialiste, pour la présidentielle, c'est leur calcul, de mobiliser l'électorat de gauche. Sauf que ça ne marchera pas plus. Parce que le Front National, on le voit dans les mairies qu'il a gagnées, il fait le dos rond. Il gère, il n'y a pas de scandale, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qu'on peut reprocher. Il coupe des subventions à la culture, à des organisations de gauche, il fait un peu de racisme, mais disons, il n'y a pas d'énormes scandales. Et donc, les trucs vont fonctionner comme cela. Alors, la question de l'élection présidentielle, là, il y a un débat. Il y a un débat, et en effet, il y a une obsession de l'élection présidentielle qui pollue le débat politique, parce que ça favorise les personnalités, les égos, etc. Et l'inversion du calendrier, c'est les socialistes encore qui ont fait ça, puisque maintenant, l'Assemblée nationale procède de l'élection présidentielle. Elle vient après, ce qui est absolument scandaleux. En fait, il faudrait supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel. Éliminer le président de la République. Plus de président de la République. Ou un système à l'anglaise, ou un système à la grecque, qui sont des systèmes constitutionnels intéressants. Bon, je referme la parenthèse. Mais pour continuer là-dessus, en effet, le problème que nous avons, je ne le mets pas sur la question électorale, et je ne le mets pas sur la question des égaux, il y a de ça, mais il y a d'abord des questions politiques. Et par exemple, les 4 partis que vous avez cités, PRCF, UPR, POI, MPEP, nous, on avait proposé donc cette alliance qui n'a pas été possible. Le POI, qui n'a pas voulu venir, quand on a fait ce meeting commun, il n'a pas voulu venir parce qu'il ne voulait pas s'asseoir à côté du représentant des clubs Penser la France. Les clubs Penser la France, c'est un petit groupe politique où
où il y a des gaullistes, des communistes, des socialistes, républicains, disons des jaurétiens. Voilà, c'est comme ça qu'ils se qualifient. Bon, n'importe quoi. Mais le POI, en fait, la question politique qui est posée, ce n'est pas un problème d'ego, c'est un problème politique. Le POI considère que son rôle de parti politique est de conserver ses positions à l'intérieur de FO et de la CGT. Le POI a beaucoup de militants qui sont, je ne dirais pas infiltrés, mais qui sont dans la CGT et dans FO. Et en fait, le POI est plutôt un super syndicat, un coordonnateur syndical, plutôt qu'un parti politique. Ce n'est pas un vrai parti politique, à mon sens. Ils sont pour la sortie de l'euro, mais on n'a jamais pu faire quoi que ce soit sur la sortie de l'euro de l'Union européenne. Ils ne veulent pas le mettre sur... D'ailleurs, ils sont en scission en ce moment. Sur cette question-là. Ils ont explosé, le POI, sur cette question. Le PRCF, on a fait un bout de chemin ensemble, mais pourquoi, là, il y a un petit creux? Parce que le but final du PRCF, ça n'est pas la sortie de l'euro de l'Union européenne, c'est la reconstruction d'un parti communiste. Et tout le reste n'est qu'un élément pour aller dans ce but. Or, nous, on voulait un rassemblement large. Au bout d'un moment, ça ne convenait plus au PRCF. L'UPR, ils n'ont pas voulu continuer l'expérience. Et il n'y a pas eu d'explications qui ont été données à cette situation. Mais là, je pense, nous, l'interprétation que nous en faisons, c'est que c'est probablement la perspective de l'élection présidentielle qui a dominé. Peut-être de l'ego de François Asselineau, certainement. Et là, en fait, Asselineau se place plutôt comme il veut rassembler autour de lui. Il ne veut pas s'allier. C'est ça le problème. C'est une question politique, c'est-à-dire que l'alliance place tous les participants à égalité. Et ça n'est pas le schéma dans lequel s'est inscrit François Asselineau. Donc voilà, nous, l'opinion que nous avons. Alors, comment surmonter cela? Il faut, comme toujours, passer par la base. Par la base, c'est-à-dire appeler les citoyens à se rassembler dans des comités locaux, des comités de libération nationale, départementaux, locaux. Il faut que ça reparte, qu'on trouve des formes politiques qui surpassent, contournent, dépassent les formes organisées. Parce qu'en effet, il y a toujours des difficultés avec les formes organisées, les forces organisées. Il faut permettre aux citoyens de s'engouffrer et de provoquer une dynamique qui va bousculer les forces organisées. Je voudrais juste faire une petite précision, parce que vous avez parlé de l'article 50, et vous avez dit que c'était une illusion et qu'on ne pouvait pas l'utiliser, que ça nous prendrait trop de temps, etc. etc. Alors, vous avez dit d'ailleurs qu'il fallait utiliser la Convention de Vienne. Alors, je suis allé, parce que je suis un peu têtu, et je suis allé voir la Convention de Vienne sur Internet, et il se trouve que la section 2 sur l'extinction des traités et la suspension de leur application dispose dans son article 54 que l'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu soit conformément aux dispositions du traité, donc ce qui revient à appliquer l'article 50, soit à tout moment par consentement de toutes les parties après consultation des autres États contractants, ce qui revient à vouloir renégocier l'Union européenne, ce que vous avez dit qu'il n'était pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vous conseille de lire autre chose que des textes de cette nature. C'est vous qui avez dit qu'il fallait utiliser Oui, ce texte, alors. mais tout ça, c'est de la politique, c'est pas du droit. C'est ça qu'il faut comprendre. Non. Il faut faire de la politique. Et la politique, c'est pas de lire des textes de droit international en plus pour considérer qu'il faut les appliquer. Pas du tout. La Convention de Vienne, on fait comme tout le monde, on utilise ce qui est intéressant. Point, c'est terminé. Et il ne faut pas s'embarrasser avec ce genre de préoccupations qui sont parfaitement inutiles. Vous perdez du temps, vous gâchez des perspectives, c'est totalement inefficace. Tout ça ne sert à rien. Il suffit...
Non, c'est la politique, c'est pas le droit. Quand De Gaulle s'en va, quand De Gaulle part à Londres, il déserte. Il est condamné à mort. Il ne respecte pas le droit. Il a raison. Voilà, la politique, le rapport de force, les circonstances, c'est ce qui compte le plus. Si on peut s'accrocher à des éléments légaux qui peuvent avoir un effet sur tel pays, telle institution, pourquoi pas? Si ça n'existe pas, il faut avancer quand même. Il ne faut pas être enfermé dans une vision juridique aussi stricte. La Convention de Vienne, il y a quelques articles sur lesquels on peut s'appuyer. C'est tout. On ne va pas faire des débats là-dessus. Justement, faire des débats sur ces questions-là, c'est engluer le débat. Voilà. C'est-à-dire, c'est un débat qui devient réservé à des experts juridiques auxquels les autres ne comprennent rien. Pendant ce temps, les choses continuent. Non, il faut donner des repères simples. Il y a le droit de retrait. C'est tout. Voilà, c'est tout. On en reste là. On se retire. Point. Voilà. Si vous voulez faire des thèses là-dessus, allez-y. Mais vous allez être dépassé par le mouvement. Il faut penser au mouvement réel de la société. S'il y a des arguments juridiques, on les injecte dans le débat. Mais on ne s'appuie, on ne fonde pas une politique sur des éléments aussi fragiles et aussi contestables. C'est l'assurance de l'échec de faire ça. Donc pour conclure, on prend une dernière question et puis après on pourra discuter par la suite. Non, je voulais rebondir sur la question de la population et précisément la question ethnique. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que, par exemple, la France comporte des ethnies différentes ne pose pas un problème de cohésion au niveau éventuellement des moyens employés pour combattre, dans le cadre du rapport de force? Qu'est-ce que c'est une ethnie C'est quoi une ethnie pour vous? C'est des intérêts divergents. C'est quoi une ethnie pour vous? Parce que qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? C'est des gens qui ont des origines différentes. Des origines, on va dire, comment? Oui, non seulement géographiques, mais aussi culturelles et puis dans leur génétique, on va dire. Ouais. Non, la génétique fait partie, c'est pas que ça. Et au niveau des intérêts, je trouve que ça ne va pas dans le même sens, quoi. On ne tire pas dans le même sens. Donc si on veut établir un rapport de force, il faudrait que les gens soient, on va dire, cohérents. Alors, actuellement, c'est fait pour que ça ne le soit pas. L'oligarchie exerce son influence pour que ce ne soit pas cohérent. Enfin, ça, je ne vous en ai pas parlé, hein. Je voudrais qu'on en parle. Parce qu'à mon avis, c'est un des nœuds gordiens du problème. Est-ce que vous pouvez reformuler, en fait, la façon dont vous voyez les choses? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre point de vue. Je ne voulais pas faire mon Asselineau, justement. Là, non, mais faites-le, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, la population française n'est pas cohérente. Dans le sens qu'elle est composée de diverses ethnies. Je pense que c'est un frein à la conception d'un mouvement global susceptible de peser dans le rapport de force. Voilà. Bon, alors, moi, la première chose que l'on peut répondre à ce que je crois comprendre dans ce que vous dites, je ne suis pas sûr de bien tout saisir, mais je vais essayer de réagir à ce que j'ai compris. L'immigration, parler de l'immigration. Bon, parlons, utilisons les mots normaux. Donc l'immigration. L'immigration, pourquoi il y a dans les pays développés une immigration qui s'est développée en France.
Ben, ça peut être ma réponse. Les différences des ethnies posent problème pour constituer un mouvement susceptible de peser dans le rapport de force. Voilà ma question. Oui, mais je peux avoir le choix de ma réponse. Ah bon, oui, alors, oui, si vous voulez répondre à côté, libre à vous, bien sûr. Ah non, je ne réponds pas à côté. Je pense répondre... Non. Comment? Non, ce que je veux dire, d'abord, la première chose, c'est que on sait très bien pourquoi les pays occidentaux ont recours à de l'immigration économique, pour prendre cette catégorie d'immigration. L'immigration économique sert à remplacer la main-d'œuvre ou à utiliser de la main-d'œuvre qui est non disponible dans le pays en question. Par exemple, l'Allemagne en ce moment, qui a un énorme problème démographique, fait appel à de l'immigration économique. Et sa position sur les réfugiés a été largement inspirée derrière une façade éthique, en réalité était inspirée par les besoins de l'industrie allemande compte tenu des difficultés démographiques dans ce pays. Et donc l'immigration économique qui s'est développée dans les années 60, 70 dans les pays occidentaux pendant les 30 glorieuses servait à faire marcher la machine économique du capitalisme occidental. En même temps, le but c'est toujours avec l'immigration intérieure ou extérieure, parce qu'il y a aussi l'immigration intérieure des ruraux vers les villes. Et le résultat est le même, c'est diviser les gens, c'est peser sur le coût du travail, parce que quand on fait venir du monde comme cela, d'où qu'ils viennent, l'objectif c'est bien de mettre en concurrence, d'accélérer la concurrence sur le marché du travail, et le résultat de l'accélération de la concurrence, c'est la baisse du coût du travail, c'est le but. Mais la deuxième chose que je veux dire, c'est que dans la tradition républicaine française, qu'est-ce que le peuple français? Qu'est-ce qu'une ethnie? Ben, la conception républicaine ne reconnaît que le peuple français. Et le peuple français dépasse les ethnies. On ne reconnaît pas les ethnies. On ne peut pas reconnaître les ethnies. Pourquoi? Parce que l'appartenance, oui, c'est les conceptions républicaines que nous partageons. Le peuple, faire peuple, être membre du peuple français, c'est partager un projet. C'est partager le projet de la République. D'où qu'on vienne. Dès lors, c'est ça la France. La France, pour l'instant, laissez-moi terminer. Je vous explique ce qu'est la France républicaine. La conception républicaine de la France, issue de la Révolution de 1789, c'est ça. C'est-à-dire que pour faire partie du peuple français, il faut partager le projet de la France, le projet de la République française. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quel que soit son lieu de naissance, quelle que soit la couleur de sa peau. C'est ça, être français, faire partie du peuple français. Le peuple français n'est pas une ethnie. Il n'y a pas d'ethnie française. Ça, c'est un point fondamental de la politique, parce que, en fait, on voit bien les dérives auxquelles nous sommes confrontés, c'est-à-dire la division, justement, organisée face quel est l'ennemi principal du peuple, quel qu'il soit? L'ennemi principal, ce sont les grandes banques d'affaires internationales, ce sont les firmes multinationales. Et face à cet ennemi principal, le peuple doit s'unir. Et le peuple, en France, ce n'est pas une addition d'ethnie. Il n'y a qu'un seul peuple français. Il n'y a pas d'ethnie française, ça n'existe pas. Il n'y a pas de génétique française. Tout ça, je ne l'ai peut-être pas dit, mais moi je vous dis ce que je pense sur le sujet. Et que donc, pour faire partie du peuple français, il suffit d'être d'accord avec le projet de la France.
le projet républicain de la France. Et la multiplication des ethnies, le débat qui se porte là-dessus est un débat qui divise, qui sert à diviser, qui n'a aucun intérêt. La cause des problèmes, c'est la politique menée par les firmes multinationales. Quand on développe le racisme insidieux ou direct, on ne fait que faire un cadeau aux firmes multinationales. Il faut revenir à des mots d'ordre simples. Français immigrés, même patron, même combat. Voilà, ça c'est clair, c'est net. Parce que l'adversaire, il est commun. Tout le monde subit les politiques des grandes sociétés bancaires, industrielles et de services, et qu'il faut unir le peuple au-delà de ces différences. Voilà. Il y en a qui ne comprennent pas. Hein. Oui, il y a des Français, il y a de toutes sortes de gens qui ne comprennent pas, bien entendu. Mais ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils sont d'une ethnie particulière. Mais c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai habité 23 ans aux 4000 logements à La Courneuve. Donc, j'ai vu, c'est une cité dans laquelle, après la guerre d'Algérie, il y avait plein de rapatriés d'Algérie. Il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait une synagogue. Enfin, ça se passait bien. Et ensuite, c'est le chômage qui a tout détraqué, qui a provoqué les difficultés. Aujourd'hui, cette population, elle a été remplacée par une autre population. Les rapatriés d'Algérie, ils sont partis. Beaucoup de musulmans sont restés parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Il y a beaucoup de Noirs qui sont arrivés. Et ce que l'on peut observer, en effet, c'est qu'il n'y a pas l'acculturation politique qu'il y avait dans cette cité. Parce que quand il y avait dans les années, fin des années 50, 60, 70, même au début des années 80, tout le monde travaillait. Les Arabes, les Juifs, les Français, qui étaient Français d'ailleurs, Arabes et Juifs, hein, mais les gens qui n'étaient pas rapatriés d'Algérie ou qui n'étaient pas issus de pays du Maghreb, ils travaillaient tous dans les usines de Seine-Saint-Denis. Ils étaient au syndicat, à la CGT d'ailleurs, la plupart. Et ça se passait très bien. Il n'y avait pas de problème. Il y avait une acculturation, il y avait une culture commune, une culture de la lutte, au-delà des différences. Quand le chômage a commencé, quand il y a eu les fermetures d'entreprises, que tout ce monde-là est venu, une partie s'est retrouvée au chômage. Et notamment les plus combatifs, parce que les plus combatifs, c'était les Algériens et les Français qualifiés. C'est eux qui ont morflé en premier. Et ensuite, moi je l'ai vu dans mon usine. J'ai travaillé 10 ans à l'usine à La Courneuve. Ben, je peux vous dire que dans l'usine, il y avait des Arabes. Il y avait des Arabes, surtout algériens. Il y avait quelques Noirs, des Maliens, etc. C'était les plus combatifs. Ils faisaient grève tout le temps. Et ils ont été, quand il y a eu la reprise en main du patronat, au début des années 70, ils ont été les premiers virés, avec les responsables syndicaux. Ils étaient aussi responsables syndicaux. Ils ont été remplacés par qui? Par des Asiatiques, plus malléables. Mais oui, c'est comme ça. Mais oui, mais les prolos, ils voient ça, ils voient que c'est comme ça. Donc, ça explique après des comportements par des Asiatiques et des Blacks qui viennent d'autres pays qui n'ont pas cette tradition de lutte. Et là, les problèmes commencent. Les problèmes commencent parce qu'ils ne luttent pas, ils cassent les grèves, et ça provoque, oui, du racisme. Ça, c'est la réalité. Ah ben ça je l'ai vécu. Hein. C'est la réalité de votre époque. Ah ben, oui, mais... À la dernière élection, le vote qu'on appelle issu de l'immigration, c'était 93% pour Hollande. Ça vous parle pas? C'est les mêmes qui contestaient à l'époque, qui votent pour Hollande maintenant? Je ne sais pas quelle conclusion vous tirez de ce chiffre, que moi je mets un doute là-dessus.
des gens issus de migration, sont les complices du système. Parce qu'ils le cautionnent. Non, là je pense que vous exagérez. On va arrêter là. Non. Merci.